Premier crash, Lion Air, octobre 2018, un avion 737 MAX 8. Second crash, Ethiopian Airlines, mars 2019, un avion 737 MAX 8. Même si les crashs d'avions restent rares, le fait que 2 crashs aient eu lieu en peu de temps avec le même avion inquiète beaucoup, parce qu'on imagine qu'il y a une erreur de la part du fabricant et que potentiellement tous les avions 737 MAX sont défaillants. Et le Boeing 737, dont les premières ventes datent de la fin des années 60, c'est l'avion le plus vendu de l'histoire de l'aéronautique civile. Et les MAX, c'est les dernières itérations de ce modèle. Donc si la défaillance technique de l'avion est avérée, ça aurait un impact énorme sur le monde de l'aéronautique. Pour en savoir plus, je me suis rendue à l'École nationale d'aérotechnique afin de poser des questions à Jean Potvin. Alors, comment peut-on savoir si les crashs sont reliés? Il faut avoir des données à comparer pour resimuler chacun des vols et trouver la cause des crashs. Les enquêteurs ont accès à 2 séries de données. La première, elle est accessible avant même d'être sur les lieux de l'accident, puisque ce sont des données qui sont envoyées en permanence par l'avion pendant le vol. Et on va y revenir. La seconde, vous en avez déjà entendu parler, ce sont celles qui sont stockées dans les fameuses boîtes noires. Et ça aussi, on va y revenir. Donc, avant même d'arriver sur les lieux de l'accident, les enquêteurs ont accès aux données de vol qui sont fournies par ce que l'on appelle l'ADSB, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. L'antenne de l'ADSB, c'est ce bidule-là qui sort de la carlingue de l'avion et qui permet d'envoyer en permanence plusieurs informations. C'est-à-dire l'attitude, l'altitude, la tendance, la vitesse, la position de l'appareil en fait. Alors, ils sont en mesure de savoir en temps réel la position de tous les appareils qui volent en ce moment. C'est d'ailleurs grâce à ces informations qui sont broadcastées, diffusées en bon français, que des sites internet comme Flight Radar nous permettent, nous citoyens complètement lambda, de suivre n'importe quel avion en ligne. D'ailleurs, le site a beau s'appeler Flight Radar, les principales données qu'ils reçoivent proviennent du système ADSB dont on parlait. Et l'ADSB communique avec une constellation de satellites qui est beaucoup plus fiable que le système Radar. Tous les avions ne sont pas encore équipés de ce système, mais les 2 avions qui nous intéressent en étaient dotés. D'ailleurs, les données de vol de ces 2 avions sont disponibles si jamais vous vouliez les analyser vous-même. Alors, ce qui fait que la compagnie Aerion, qui est le propriétaire du système ADSB, a pu aller vérifier le vol, croiser les informations et de regarder justement la réaction du vol. C'est que le pilote combattait ni plus ni moins que le système automatique de descente du nez de l'appareil. Et puis, humainement parlant, les 2 pilotes ont fait ni plus ni moins que les mêmes actions et le comportement de l'appareil qui montait, qui descendait jusqu'à l'impact. Alors, la réaction humaine des pilotes était comparable. Donc ça a été un premier indice qui appuie la corrélation entre les 2 vols. Mais si le comportement est identique, ça ne suffit pas à déterminer vraiment la cause du problème parce qu'une même conséquence peut avoir évidemment de multiples causes. Si on va avoir exactement le profil du vol de chaque vol, elles vont être différentes. Et puis ça va fonctionner avec des boîtes noires. Les boîtes noires, c'est le terme général, mais ça veut dire 2 boîtes. Une qui enregistre les données de vol, puis une autre qui enregistre les sons ou les communications du poste de pilotage. On en entend souvent parler des boîtes noires, mais sans jamais trop savoir où elles se trouvent ni comment elles fonctionnent. J'ai donc demandé à Jean de me montrer où étaient ces boîtes noires dans un avion. Alors, on est dans la partie bagage. La partie bagage. Alors dans cet avion, c'est dans la partie bagage, mais c'est surtout au niveau de la queue de l'avion, qu'il y ait une partie bagage ou non. Et la raison à ça, c'est que lorsqu'un avion se crache, il le fait souvent en piquant du nez, et la partie arrière a alors plus de probabilité de rester intègre. Revenons à notre boîte noire. Cette première boîte est le Flight Data Recorder et enregistre toutes les données de vol de l'appareil. Il y a l'enregistreur de vol pour le cockpit pour tous les sons et les communications en partance du cockpit. Et naturellement, on entend la tour de contrôle aussi. Cette boîte enregistre en permanence les 2 dernières heures de conversation. D'ailleurs, dans le cockpit, quand on y va, on voit un panneau qui est dédié à l'enregistrement des sons et qui n'est pas du tout caché, qui est très visible. Cockpit Voice Recorder. Alors, on peut faire un test, puis on peut faire effacer. On peut mettre aussi nos headsets pour écouter si on s'entend parler. J'ai trouvé ça assez bizarre d'avoir un bouton effacer parce qu'on perd un peu tout l'intérêt de la boîte noire. Et son existence s'explique a priori pour des raisons de confidentialité, ce que je peux comprendre. J'ai pas eu de rapport qui me dise que le CVR a été effacé avant l'accident ou... J'ai jamais entendu parler de ça. Mais revenons à nos 2 boîtes dans le compartiment à bagages. Si vous avez l'œil averti, vous aurez pu remarquer 3 choses. Première chose, il y a un bidule qui dépasse. Si on a un émetteur d'ultrasons, si jamais les boîtes noires se retrouvent sous l'eau, à l'intérieur de cet émetteur-là, je vous dirais que le tiers est l'émetteur et puis le 2 tiers est une batterie qui va s'activer avec l'eau salée.
ou du moins avec de l'eau. Et cet émetteur ne fonctionne pas sur Terre, il fonctionne que dans l'eau parce que c'est un ultrason. L'ultrason va être émis, il voyage très très bien dans tous les milieux sauf l'air. Et on peut le détecter sur une très très longue distance. La batterie fonctionne pendant 30 jours, mais ce n'est pas aussi facile que ça d'arriver à trouver la boîte noire malgré cet émetteur. Qui fait qu'en faisant plusieurs lectures, avec une lecture à gauche, à droite, on faisait une triangulation, puis on repérait exactement où se trouve la boîte noire. Dans un milieu, disons, un peu plus contaminé, des poissons, des baleines, ben, le son peut être soit réfracté, réfléchi, des choses comme ça. Donc, ça prend plusieurs lectures pour dire « Ah, il est là ». Ça, c'est si l'avion se crache dans de l'eau. Mais s'il est sur Terre, il y a un autre système dont je n'avais personnellement jamais entendu parler, une radiobalise de localisation qui s'appelle le LT, Emergency Locator Transmitter. Lui, sa principale fonction est de détecter un impact, un arrêt soudain. Il est installé dans tous les appareils canadiens, puis lui, il émet un signal directement à la recherche et sauvetage. Okay. C'est une boîte, elle ne sert que lors d'un crash, et elle est orange. Mais pour faire partie du club des boîtes noires, il faut enregistrer de l'information. Le LT, lui, il fait que émettre un signal, donc c'est pas une boîte noire. C'est vraiment select comme club. Et il y a une autre différence entre le LT et les boîtes noires. Tous les appareils, petits, moyens, gros, ont des ELT, c'est une norme canadienne obligatoire. C'est comme ça dans la plupart des pays du monde, avec quelques exceptions, parce que c'est une question géographique. Ce qu'on dit, c'est que si le pays est petit, c'est une île, ben, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un ELT, parce que dans le cas d'un accident, ça va arriver dans l'eau fort probablement, puis le ELT est inopérant. Alors que tous les avions n'ont pas forcément une boîte noire. C'est seulement à partir de 19 passagers qu'elles deviennent obligatoires. La seconde chose, parce que, souvenez-vous, on devait remarquer 3 choses à ce moment-là. Donc la seconde chose est que au moment où Jean a sorti ses boîtes, on ne l'a pas vu débrancher un quelconque câble. Pourtant, il doit bien en avoir un parce que toutes les données enregistrées dans la boîte noire sont acheminées par câble. On a des fuseaux de fils et puis il y a ni plus ni moins qu'un branchement en T. Alors, à chaque circuit, il y a une connexion en T qui s'en va au FDA. En fait, il y en avait bien, je l'ai juste pas vu. Il était tout au fond. La connexion se fait automatiquement à partir du moment où la boîte noire est dans son emplacement. Parlons des données un peu. La première boîte noire, le FDR, enregistre les données des gouvernes. Et des gouvernes, ce sont tous les machins plats qui bougent dans un avion. Et chacune de ces gouvernes contrôle un des axes de l'avion, d'où l'importance de ces informations. Il va y avoir un potentiomètre qui va détecter la position réelle de la gouverne. Ensuite, on va avoir un potentiomètre qui va détecter la position de la commande, qu'est-ce que le pilote a demandé versus qu'est-ce qu'il a obtenu en réaction. La gouverne est équipée souvent de compensateurs. Alors, la position des compensateurs. Ensuite, il y a aussi les gouvernes secondaires, par exemple, les volets hypersustentateurs du bord de fuite, qui se trouvent être les flaps en anglais. Alors, quand on descend les flaps, généralement, c'est au décollage ou à l'atterrissage. Pour augmenter la portance de l'appareil, la position des flaps va être enregistrée, la position des manettes de gaz va être enregistrée. Ensuite, certains autres systèmes primaires vont être enregistrés, par exemple la pression hydraulique. Ça peut être aussi la génération électrique de tel autre système. Et tout ça est récolté dans le but de pouvoir reproduire, resimuler ce qui s'est passé juste avant le crash. Reproduire le vol, c'est quand, d'une façon virtuelle, on va pouvoir mettre exactement le dessin de l'avion et puis mettre le dessin de la surface, du sol et tout ça, de l'horizon, en fait. On va pouvoir reproduire tout ça et voir comment était réellement le comportement, l'assiette de vol. Et en superposant avec les données sonores de l'autre boîte, le CVR, on arrive à croiser les informations de façon à simuler le passé. Troisième chose, cette fois-ci vous vous souvenez qu'on faisait une liste de 3 trucs? Elles sont montées sur le ressort, les boîtes noires? Oui, effectivement. C'est un facteur d'usure important puis de bris important, les vibrations. Okay. Alors, la plupart des équipements électroniques sur les aéronefs, regarde, sont montés sur des ressorts ou des amortisseurs. Ces amortisseurs protègent donc contre la multitude de vibrations que vont supporter les boîtes noires pendant toute leur durée de vie. Et à chaque contrainte mécanique, sa protection. Pour un crash, l'énergie déployée est telle que l'on protège les boîtes noires autrement. Ça a l'air ridicule, là, cet emballage. Merci de le relever. En fait, la protection principale ne vient pas de cette enveloppe toute mince, il y a aussi une armature métallique ici. Et la partie vraiment précieuse de la boîte noire, c'est la mémoire, son disque dur en quelque sorte. Et elle se trouve là-dedans. Cette boîte renferme une multitude de couches de protection, encore une fois, et au milieu, on retrouve la mémoire. Cette image est tirée d'une vidéo de la chaîne What's Inside. Je peux pas vous mettre un extrait, mais si vous voulez aller la voir, je vous la mets en description. Au moment où j'enregistre, soit le 25 mars 2019, il semblerait que les crashs aient été provoqués par ce capteur qui se trouve à l'avant de l'avion et qui permet de mesurer l'angle de l'avion par rapport au sol. Un des systèmes de contrôle, appelé MCAS, pensait alors que l'avion était le nez en l'air, alors qu'il l'était probablement pas. Et il a donc corrigé la position de l'avion qui n'avait pas besoin d'être corrigée. Et les pilotes n'ont pas su ou pu désactiver le système automatique, et malgré leurs efforts, les avions se sont crashés. Alors ça reste très résumé, et je vous laisse quelques liens en description si vous voulez en savoir plus.
Voilà, c'était pas léger comme sujet. Hein. Merci à Jean Potvin de l'École nationale d'aérotechnique de m'avoir accueilli dans son école et d'avoir répondu à mes questions. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les boîtes noires. Et si c'est le cas, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour être averti des futures vidéos. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir la précédente vidéo. Je reçois pas mal de vos photos d'ouverture facile, pas facile. C'est super. Allez, à la prochaine. Bye.